Donc, une des complications redoutables en obstétrique, c'est l'hémorragie du postpartum immédiat. Donc, l'hémorragie du postpartum, antérieurement, on l'appelait l'hémorragie de la délivrance, parce que c'est un saignement qui est survenu du site d'insertion placentaire. Actuellement, on n'en parle plus. On parle d'hémorragie du postpartum immédiat, qui est un saignement qui survient du tract uginital, c'est-à-dire il correspond à un saignement qui peut survenir de la vulve, du vagin, du col et de l'utérus, y compris le site d'insertion placentaire. Donc, pour l'hémorragie du postpartum, c'est un saignement qui, lorsqu'elle dépasse 500 millilitres dans les 24 heures qui suivent un accouchement, qu'elle soit par voie, par voie haute, par césarienne ou par voie basse. Et il est dit d'emblée grave ou une hémorragie du postpartum, elle est dite grave lorsque le saignement il dépasse les 1000 cc. Par contre, il faut tenir compte de deux paramètres. Premièrement, le paramètre, c'est la spoliation sanguine et également l'état hémodynamique antérieur de la patiente. C'est pour ça qu'on parle d'une hémorragie sévère chez une patiente anémique lorsqu'elle dépasse les 300 cc. Donc, pourquoi c'est important de voir l'hémorragie du postpartum? Parce que c'est une complication qui touche 5 à 10% des grossesses, parce qu'elle est sévère dans 2% des cas, parce qu'elle constitue la première cause d'hospitalisation en réanimation, la première cause également d'hystérectomie d'hémostase, et elle constitue également la première cause de mortalité maternelle. Donc, 80% de ces mortalités sont évitables. Donc, les facteurs de risque sont résumés en 4 T. Donc, le premier T correspond au tonus, le deuxième T qui correspond donc au tissu, le troisième T qui correspond donc au thrombus et le quatrième T qui correspond donc au traumatisme. Donc, en rapport avec le tonus, c'est tous les facteurs de risque qui augmentent ou bien qui diminuent la contractilité, donc qui diminuent la ligature vivante de Pinard, qui garde les vaisseaux billants. Ces facteurs de risque peuvent être présents au cours de la grossesse ou pendant le travail, tels que la grande multiparité, les grossesses multiples, l'hydramniose, la macrosomie. Au cours du travail, c'est tout ce qui est en rapport avec le travail, c'est-à-dire un travail rapide, un travail prolongé ou un travail court. Donc, en rapport avec les tissus, le plus souvent, c'est en rapport avec les rétentions placentaires. Lorsqu'elles soient en rapport avec l'insertion placentaire ou la méthode comment il s'insérer, un placenta prévia est un facteur de risque d'hémorragie du postpartum. Et lorsqu'il s'est accrétisé, il devient un risque plus important d'hémorragie du postpartum. Les traumatismes, qu'elles soient les traumatismes liés à un utérus cicatriciel comme les ruptures utérines ou les traumatismes liés aux manœuvres obstétricales, qu'elles soient les extractions par forceps ou également les manœuvres obstétricales qu'on réalise pour les extractions du siège ou des transverses. Donc, pour le thrombus, c'est en rapport avec en rapport avec les troubles vasculaires, essentiellement les facteurs de la coagulation et les maladies vasculaires qui peuvent qu'elles soient secondaires ou des patientes connues, c'est-à-dire les patientes suivies pour lupus et pour SAM, ou des patientes qui présentent des pathologies gravidiques telles que les thrombopénies gestationnelles. On a ajouté un 5e T. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que la majorité des mortalités qui surviennent par hémorragie du postpartum sont en rapport avec soit un retard du diagnostic, soit en retard avec la prise en charge. Donc, le facteur temps correspond à un facteur pronostic. Donc, parmi les facteurs de risque, on a constaté que l'atonie utérine est responsable de l'hémorragie du postpartum dans 58% des cas, puis les rétentions placentaires dans 29% des cas, les plis du tract uginital dans 8% des cas et les troubles de la coagulation dans 5% des cas. Le diagnostic est essentiellement clinique. Aucun examen complémentaire n'est nécessaire pour poser le diagnostic. Donc, il peut se faire, qu'elle soit il peut être facile lorsque le saignement est extériorisé par une simple quantification du saignement par un sac de recueil qui doit être placé juste après la délivrance sur les faces de la patiente. Il permet de quantifier la quantité du saignement. Lorsqu'il s'agit d'un saignement non extériorisé, donc c'est l'évaluation des signes de mauvaise tolérance, c'est l'apparition des signes des troubles hémodynamiques. Donc, le pronostic et les complications, l'hémorragie du postpartum, si elle n'est pas prise à temps, la patiente a le risque de développer une insuffisance rénale initialement fonctionnelle au rapport avec l'hypovolémie, puis persistance par nécrose corticale avec une insuffisance rénale chronique. Donc, un risque de syndrome de Chiari par hypovascularisation de l'hypophyse, les accidents transfusionnels, le risque d'hystérectomie d'hémostase et toutes ces complications, le risque de CIVD et bien sûr le risque de décès maternel. Et à long terme, donc, il y a un retentissement psychologique, les psychoses du postpartum et le risque de récidive. Donc, la conduite à tenir. Donc, la conduite à tenir, le facteur temps est primordial. Donc, la gestion doit être faite, doit être immédiate et pour optimiser la prise en charge de la patiente. Donc, une fois le diagnostic est fait, il faut noter le temps, il faut un monitorage de la patiente, il faut appeler au secours, donc il faut appeler tous les personnels médical, l'obstétricien, les réanimateurs, la sage-femme et toute personne qui peut, et les banques du sang.
Donc, la prise en charge doit associer les mesures de réanimation et les traitements étiologiques de l'hémorragie. Donc, une fois le temps il est noté, la patiente doit être rapidement transférée au bloc. Lorsque le diagnostic il est fait, donc on peut se retrouver devant deux situations. Soit la délivrance est déjà faite en salle de naissance. Dans ce cas, on complète directement par une révision utérine dans le but de vérifier la vacuité et l'intégrité utérine, puis un examen du col de la vulve et du vagin et une reprise éventuelle de l'épisiotomie ça a été faite. Si la délivrance n'a pas été faite, donc on fait une délivrance artificielle manuelle, puis on complète par l'examen de l'utérus et de la filière génitale. Donc cette manœuvre obstétricale doit être également associée à des mesures de réanimation avec injection d'utérotonique par l'ocytocine jusqu'à sans dépasser les 40 unités. Donc, si les premières mesures de réanimation et obstétricales n'ont pas abouti avec persistance du saignement ou lorsque le saignement est d'emblée sévère, dans ce cas, on passe aux mesures de deuxième palier, donc associé des mesures de réanimation de le but de maintenir un taux d'hémoglobine qui doit être supérieur à 8, un TP qui doit être supérieur à 50, donc un taux de plaquettes qui doit être supérieur à 50 000, qui doit être associé donc à des mesures obstétricales, quasiment une traction du col, dans le but de faire une hémostase ou des tamponnements intra-utérins. Dans notre service, donc le tamponnement le plus utilisé, c'est le ballonnet de Bakri. Donc, c'est un ballonnet qu'on place après remplissage au sérum salé en intracavitaire dans le but de colmater les vaisseaux qui restent bien sur les utérus le plus souvent qui sont en inertie. Et elle se fait au bloc opératoire sous anesthésie et après mise en place des champs stériles. Donc, les autres mesures, on a aussi, à défaut de ballonnet de Bakri, on peut également mettre la sonde de Foley, les sondes œsophagiennes de Blackmore, les sondes urologiques de Rutch et les cathéters, les cathéters et les préservatifs. Donc, si après 60 minutes de mesures de réanimation et de tamponnement avec échec à ces mesures, donc on peut passer au traitement invasif, soit donc un traitement chirurgical ou embolisation. Donc, pour les traitements chirurgicaux, si les ligatures vasculaires, donc on a constaté qu'il n'y a pas de supériorité d'une technique à une autre, donc elle sera réalisée selon la préférence et selon la maîtrise du chirurgien. Pour les tamponnements, pour l'embolisation, il faut avoir donc un plateau technique et n'est pas de pratique courante. Et bien sûr, il faut avoir un état hémodynamique stable de la patiente. Donc, si échec, toutes les mesures précédentes, dans ce cas, on sera devant le fait accompli de réaliser une hystérectomie d'hémostase. Le but de cette hystérectomie d'hémostase, c'est de ne pas poser le diagnostic trop tôt ni trop tard. C'est pour prévenir essentiellement le risque de CIVD. Donc, la prévention consiste à détecter les facteurs de risque suscités. Donc, elle consiste essentiellement, premièrement, à la réalisation de l'injection de l'ocytocine. Je vais conclure. L'injection de l'ocytocine juste après la délivrance pour favoriser la rétraction utérine. Il faut une délivrance artificielle si le temps de la délivrance spontanée n'est pas effectué. Il faut un examen du placenta et également une surveillance de la post-accouchée pendant 24 heures. Donc, en conclusion, l'hémorragie du postpartum constitue donc une urgence vitale. Une atténuée utérine constitue la première cause d'HPPI. Le diagnostic doit être précoce. La prise en charge doit être multidisciplinaire et immédiate. Le facteur temps est le facteur pronostic majeur. Merci de votre attention.